Imaginons un instant qu'on se promène dans une rue parfaitement ordinaire. Le trottoir est goudronné, la circulation est super calme, il y a un petit marché de quartier au coin de la rue. Ouais, le genre de scène qu'on voit tous les jours en fait. Exactement. Et la perception immédiate qu'on a, c'est celle de la solidité. L'asphalte, le béton, tout ça donne l'illusion que cette géographie urbaine a toujours été là, comme une réalité figée et construite de manière totalement logique. Et pourtant, cette illusion de permanence est fascinante. Parce que l'espace urbain tel qu'on le perçoit au quotidien, il masque presque toujours des couches successives d'infrastructures et d'histoires. C'est le principe du palimpseste, non? Tout à fait. C'est comme un vieux manuscrit sur lequel on a gratté le texte d'origine pour en écrire à nouveau. Mais tu vois, les anciennes lettres laissent encore de légères traces physiques sous l'encre fraîche. Et si on avait le pouvoir de gratter cet asphalte, justement? Dans cette exploration d'aujourd'hui, notre mission, c'est de prendre un espace urbain spécifique et d'en décomposer l'ADN couche par couche. Un vrai travail d'archéologie urbaine, quoi. C'est ça. Le focus se porte aujourd'hui sur le district de Wenshan à Taipei. Ça englobe les secteurs de Jingmei et de Muzhou. Et la base de notre décryptage, c'est un document hyper exhaustif qui s'intitule « Rapport de recherche historique approfondie et d'évolution spatiale du district de Wenshan à Taipei ». Un titre un peu long, mais le contenu est dingue. Ah oui, complètement. Ça croise des actes fonciers de l'époque Qing, des registres japonais, de l'imagerie spatiale, de la mémoire orale. L'objectif ici, c'est pas du tout d'empiler des dates ennuyeuses, mais vraiment de comprendre la mécanique de ce quartier. Pour que, à la fin de cette analyse, ceux qui nous écoutent ne voient plus jamais une simple ruelle ou une rambarde métallique de la même manière. Exactement. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour comprendre Wenshan, il faut remonter à l'impératif numéro 1 de toute implantation humaine. L'eau, l'ingénierie de l'eau, pour être précis. Ouais. Avant que l'homme s'installe, il faut dompter la nature. C'est le véritable point zéro. Au début du XVIIIe siècle, le bassin de Taipei a désespérément besoin d'irrigation pour soutenir une population qui grandit à vue d'œil. Et en 1739, un pionnier du nom de Guo Siliu lance un projet titanesque. Le canal de Liukong, c'est ça? Exactement. L'objectif était d'amener l'eau depuis les montagnes jusqu'aux plaines fertiles. Mais physiquement, comment on déplace des tonnes d'eau sur des kilomètres à cette époque? Il n'y a pas de pompe industrielle, l'eau doit avancer par la seule force de la gravité. C'est là que ça devient intéressant. Parce que le rapport soulève un obstacle majeur sur le tracé, la rivière Jinjime. Il fallait littéralement faire croiser un canal artificiel avec une rivière naturelle. Un vrai casse-tête de physique élémentaire. Comment faire passer de l'eau au-dessus de l'eau? Ouais, c'est fou. La réponse technique a pris la forme d'un immense aqueduc en bois. Les charpentiers ont construit une structure en forme de U qu'on appelle jian en taïwanais. Donc il faut s'imaginer une gigantesque gouttière suspendue dans les airs qui traverse la rivière de part en part. Voilà. Et ce qui est dingue, c'est l'étanchéité de cette structure en bois. Elle était soumise à la pression constante du courant à l'intérieur. Et tout ça s'était réalisé uniquement avec des techniques d'assemblage traditionnelles. Pas un seul clou moderne. Et la géographie de cette gouttière va dicter l'identité même du lieu, en fait. Ah mais totalement. L'endroit exact où cet aqueduc touchait enfin la terre ferme de l'autre côté de la rivière est devenu un point de rassemblement. Et on l'a appelé Jianzhui, littéralement la queue de l'aqueduc. C'est hyper pragmatique. Purement descriptif. Mais la toponymie a subi des mutations assez incroyables par la suite. Les changements de nom reflètent souvent des ruptures politiques, tu sais. Comme pendant la colonisation japonaise à la fin du 19e siècle, non? Ouais. Le caractère original pour Jian n'existait pas dans leur système d'écriture. Du coup, l'administration a cherché un kanji à la phonétique similaire, ce qui a donné Jingewei. Donc la signification originelle liée à l'eau commençait déjà à s'effacer. C'était plus qu'une simple approximation sonore. Et puis, dans les années 1950, le gouvernement de l'époque s'est encore mêlé de toponymie. Ah oui, parce que Jingewei, ça résonnait comme la queue du paysage en mandarin, ce qui a été jugé de mauvais augure ou juste inélégant. C'est ça. La décision a été prise de le rebaptiser Jingemei, ce qui se traduit par « paysage magnifique ». Honnêtement, c'est une forme de gentrification linguistique. C'est comme renommer l'impasse de la Forge en allée des Pâquerettes. On prend un nom brut lié à une infrastructure d'irrigation ouvrière et on le lisse pour en faire une carte postale. C'est une super analogie. Et ça soulève une vraie question. Quand on efface la racine hydrologique d'un nom de ville, est-ce qu'on ampute la mémoire locale? C'est sûr que l'esthétisation d'un nom coupe le lien cognitif. Les résidents de Jingmei ne pensent plus à un aqueduc en bois quand ils prononcent le nom de leur quartier aujourd'hui. Non, c'est clair. Mais l'espace physique est beaucoup plus têtu que le langage. C'est-à-dire? Le canal a fini par être totalement recouvert de béton dans les années 60 pour laisser la place aux voitures.
Mais si on observe la trame urbaine actuelle, surtout autour du vieux marché nocturne de Jingmei, on remarque un réseau de ruelles extrêmement sinueuses. Et ça défie toute logique d'urbanisme moderne en damier. Ah, attends, ces ruelles chaotiques, ce sont en fait le moule, le tracé négatif du canal disparu? Bingo! L'eau a digué la courbe. Quand le canal a été asséché, les maisons qui s'étaient collées à ces berges ont défini les nouvelles rues. La géométrie de la ville moderne est toujours prisonnière de l'ingénierie de 1739. C'est un vrai trésor caché pour ceux qui s'y promènent. Et d'ailleurs, il y a un autre aspect de cet aqueduc qui m'a interpellé dans le rapport, son évolution architecturale face au comportement humain. Ah oui, le fameux aqueduc couperet. C'est un cas d'école en matière de gestion de l'espace. Ouais, parce que la structure originale, en U, était tellement large que les piétons ont commencé à l'utiliser comme un pont de fortune pour traverser la rivière. Et le problème, c'est que le passage répété dégradait l'étanchéité du bois. Le fils de Guo Xiliu, qui avait repris l'entretien, devait trouver une solution pour empêcher ça, sans détruire l'aqueduc. Et sa solution est redoutable. Il a transformé la gouttière en U en une structure en forme de V inversée. Un triangle pointant vers le haut, ouais. Voilà. L'eau circulait à l'intérieur, mais le sommet extérieur formait une arête tranchante. Impossible de marcher dessus. C'est l'ancêtre direct de ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture hostile, comme ces bancs publics inclinés pour empêcher de s'y allonger. Sauf qu'ici, c'était appliqué à de l'ingénierie civile cruciale pour la survie de la région. D'ailleurs, l'arrivée de cette eau a inévitablement transformé la région en un pôle économique attractif. Ah bah, les terres irriguées devenaient fertiles, le commerce fleurissait, ça a provoqué d'énormes vagues d'immigration, notamment depuis la région d'Anxi en Chine. Et qui dit terre fertile et population qui augmente, dit forcément friction spatiale. Le bassin de Taipei au milieu du 19e siècle, c'était une vraie toudrière démographique. En 1853, cette tension culmine avec le conflit de Dinjiazhou. Une série d'affrontements hyper violents entre différents groupes luttant pour le contrôle des ressources. Exactement. Et à Wenshan, les colons originaires d'Anxi étaient principalement divisés en trois grandes familles. Les Gao, les Lin et les Zhang. Ils avaient cohabité jusque-là autour d'un socle commun, leur dévotion à une divinité protectrice, le Baoyi Zunwang. Mais face à la surpopulation de la zone marchande, ils réalisent qu'ils peuvent plus s'entasser sur le même bout de terre. Sous peine de déclencher une guerre fratricide. Donc, ils décident de se séparer. Mais comment on divise équitablement un territoire et un héritage spirituel partagé depuis des générations? C'est là qu'ils ont recours au Nianzhu, un système de tirage au sort divin. La scène dans les archives est assez frappante. Les patriarches s'en remettent au sort. Ouais, la famille Gao tire la statue principale du dieu, la famille Lin obtient la statue de l'épouse, mais j'avoue que j'ai bloqué sur le sort de la famille Zhang. Ah oui, ils se retrouvent avec quoi déjà? Un simple brûle-parfum. Comment un simple brûle-parfum peut compenser la perte de la divinité elle-même? C'est vrai que ça paraît injuste au premier abord, mais la valeur de l'encensoir n'est pas que matérielle. Il contient les cendres des prières passées. C'est le réceptacle de la continuité spirituelle en fait. D'accord. Et surtout, au-delà de la symbolique, ce tirage au sort est un mécanisme de régulation socio-économique redoutablement efficace. C'est pas une punition pour les Zhang, c'est une diversification spatiale des investissements. Ah, je vois. La famille de Gao, avec la statue principale, légitime sa position dans le centre névralgique de Jingmei et monopolise le commerce. Pendant que la famille Zhang, avec son encensoir, est contrainte de s'éloigner vers les collines escarpées de Muza, une zone périphérique où le commerce est impossible. Ils n'ont donc d'autre choix que de se tourner vers l'agriculture de montagne. Et ce qui ressemble à un exil va en fait structurer l'économie de toute la région. La plaine pour le négoce, les collines pour l'exploitation agricole. Et le truc génial pour ceux qui visitent aujourd'hui, c'est qu'on peut retracer cette géopolitique en observant les 3 temples Jing de la région. Surtout pendant les rituels annuels, où ces divinités voyagent entre les quartiers pour se visiter. C'est magnifique. La procession physique dans les rues modernes redessine temporairement cette carte d'alliance historique qui a empêché un bain de sang. Les rituels agissent comme un cadastre immatériel. C'est fou. Bon, intéressons-nous de plus près à cette famille Zhang, isolée dans les collines de Muja. Comment on survit économiquement sur des pentes aussi raides? La réponse se trouve dans une innovation botanique qui frôle le roman d'espionnage. Rien que ça. À la fin du 19e siècle, le thé devient l'or vert de l'économie. Et en 1895, le maître de thé Zhang, Naimyo, fait un voyage hyper périlleux vers Annecy, en Chine. Pour y chercher des plants clandestins de tétier guanine, c'est ça? La variété pêche à queue tordue au cœur rouge.
Ouais, un nom poétique pour une opération à haut risque. Le contexte de 1995 est crucial. C'est l'année du traité de Shimonoseki. Quand Taïwan est cédé au Japon. Voilà. Les routes maritimes sont hyper tendues, les souverainetés basculent. Mais pourquoi prendre un tel risque pour de simples boutures? Je veux dire, les collines de Meja produisaient déjà du thé ordinaire, non? Oui, mais la différence réside dans la chimie. Le thé tiguanine, c'est pas qu'une plante, c'est une technologie de transformation. Ah, le processus industriel. Les plants ordinaires ne supportent pas les processus de forte oxydation et de torréfication nécessaires pour ce profil aromatique. Jean Naimiao a ramené un vrai protocole industriel. Le rapport détaille d'ailleurs l'étape du roulage en boule dans un tissu. Les feuilles semi-fermentées sont enveloppées étroitement dans une toile, compressées, roulées à la main, dénouées, torréfiées au charbon, puis enveloppées à nouveau. Un travail titanesque. Cette friction mécanique brise les parois cellulaires pour emprisonner les huiles essentielles. Ça a dû bouleverser l'économie locale. Totalement. L'agriculture de survie est devenue une manufacture de haute précision. Le produit était tellement exceptionnel que le gouvernement colonial japonais a reconnu et encouragé cette expertise locale. Le savoir-faire a transcendé les changements de régime et on peut encore voir les traces de ce transfert technologique au musée commémoratif de Zhang Naimiao ou au centre de promotion du thé de Muza où l'odeur du charbon est encore bien présente. Mais la géologie de Wenshan cachait un secret beaucoup plus lourd sous cette couche de thé. L'or noir. Les mêmes forces tectoniques qui ont soulevé ces collines ont aussi piégé d'immenses poches de charbon. Dans les années 60, Wenshan se transforme en un centre minier fiévreux. La mine de Fengshuan descendait à près de 800 mètres sous terre. C'est une infrastructure invisible phénoménale. Mais l'extraction, dans cette géographie précise, comportait une faille fatale. Les puits de ventilation. Exactement. Il devait remonter vers la surface, souvent dans les creux des vallées pour le tirage de l'air. Sauf que ces vallées sont aussi le lit naturel des cours d'eau. Et le 3 juin 1984, c'est la catastrophe. Des pluies torrentielles hors normes s'abattent sur le bassin, la rivière Jingmei sort violemment de son lit. L'eau inonde les vallées et trouve le chemin de moindre résistance. Les bouches de ventilation de la mine. La mécanique est effrayante. Des millions de litres d'eau s'engouffrent en chute libre, noyant un réseau de plus de 1200 mètres de galeries. Bien que des protocoles d'urgence aient sauvé beaucoup de mineurs, la destruction physique a signé l'arrêt de mort définitif de l'industrie charbonnière ici. La nature a littéralement rebouché les trous de l'industrie. C'est dingue! Et ce qui est vertigineux aujourd'hui, c'est que le grand quartier résidentiel qui a fleuri sur cette zone s'appelle Wanfang. C'est pas du tout un nom poétique pour le coup. Non, c'est juste la fusion des noms de deux sociétés minières privées disparues, Wanlong et Fengshuan. L'identité civile d'un quartier est ancrée dans le nom d'entreprise englouti. Et la matérialité de cette mine est toujours là, si tu regardes les barrières métalliques sur les trottoirs de Wanfang Road. Ouais, celles qui séparent les piétons des voitures, elles ont cette courbure très spécifique parce que ce sont les anciens rails des chariots de charbon recyclés. Même les poteaux électriques portent encore le code Fengshon. L'industrie est morte en profondeur, mais son squelette soutient l'espace public en surface. Ça prouve que la destruction d'une infrastructure ne signifie jamais son effacement total. Bon, cette idée de réalités enfouies nous amène à examiner une autre forme de dissimulation, politique celle-là. Oui, on aborde ici la période de la terreur blanche. Et juste une précision importante avant d'aborder cette partie, notre but ici est de rapporter objectivement les faits du document source concernant cet espace et ses événements politiques, sans prendre aucun parti. On regarde uniquement l'usage spatial du lieu. C'est bien de le rappeler. L'analyse spatiale du centre de détention de Jingmei révèle des paradoxes saisissants. Il était érigé à quelques mètres seulement de l'agitation frénétique du vieux marché. La géographie de l'enfermement côtoyait l'hyperactivité du commerce, séparée par de simples murs de béton. La dissonance est brutale. Et à l'intérieur même de ce périmètre de haute sécurité, il y avait une structure aberrante, la villa de Wang Xiling. Une résidence tout confort avec jardin privé, construite pour assigner à résidence un ancien chef du renseignement. L'architecture carcérale reproduisait la hiérarchie du monde extérieur. L'espace n'est jamais neutre, la gestion de la lumière et des lignes de vue était conçue pour briser les repères. Les fenêtres des cellules ordinaires étaient si hautes que l'extérieur était invisible. Le détail le plus bouleversant dans le rapport, c'est la mécanique corporelle imposée. Pour espérer apercevoir le monde extérieur, les prisonniers devaient se hisser sur la pointe des pieds, en équilibre sur le rebord de leur toilette. C'est glaçant. Tout ça juste pour apercevoir, à travers les grilles, la cime des collines de Wenshan au loin, là où pousse le thé.
Le contraste entre l'immobilité de la cellule et la vision lointaine illustre toute la torture psychologique de l'espace. La reconversion de ce lieu en parc commémoratif aujourd'hui a soulevé d'immenses défis. L'architecte Jian Sui a fait un travail remarquable sur le mur d'entrée. Ouais, une masse de béton lourde qui simule l'oppression, mais travaillée pour que la lumière s'y infiltre à travers des découpes en forme de colombe. La pierre raconte le passage de l'oppression à la transparence, tout comme le monument aux droits de l'homme et son système de recherche de noms qui redonne une dimension humaine à chaque destin. Finalement, en reconstituant tout ça, la trajectoire de Wenshan est hyper cohérente. Ah ben, c'est passé d'une périphérie d'extraction de ressources, de l'eau, du thé, du charbon, à un cœur de mémoire civique. Les vides laissés par l'extraction sont devenus les fondations de son identité actuelle. Les artères suivent les aqueducs, les friches industrielles donnent leur nom au quartier, les prisons deviennent des parcs. Le quartier moderne est bâti sur l'effacement volontaire, mais incomplet, de son infrastructure. Sa présence passée continue d'orienter la pente des rues. Ça pousse inévitablement à se questionner. Si le district de Wenshan prouve que les quartiers modernes sont construits sur ces effacements, chacun de nous peut se poser la question en marchant dans sa propre ville. Ouais, qu'est-ce qui se cache sous nos pieds? Exactement. Sous les trottoirs où les foules se pressent, sur quelles infrastructures oubliées ou histoires silencieuses notre propre maison est-elle littéralement posée aujourd'hui? La ville est une archive dynamique que chaque pas continue d'écrire. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Gardez l'esprit curieux lors de votre prochaine promenade urbaine. À très bientôt!